Le 20 mai 1858, à 8 heures du matin, l'armée coalisée anglo-française a envoyé 2 officiers au fort de Dagu, où ils ont remis l'ultimatum ordonnant à la troupe des Ting de rendre le fort dans les 2 heures qui suivent. Tran Tin Siang a refusé. Il était confiant, parce que d'après lui, tous les préparatifs étaient bien menés, ses soldats vaillants et les munitions abondantes. Il a décidé de livrer une bataille décisive contre l'armée anglo-française. En plus de cela, il savait que la situation géographique de Dagu était favorable pour une défensive. À l'extérieur du port, il existe une bande de sable permettant d'empêcher l'entrée de gros bâtiments de guerre. Et les bateaux moins grands pourraient-ils résister au feu si puissant de 4 fortins de Dagu? Or, Tran Tin Siang ne savait pas que 20 bâtiments de guerre sur les 26 envoyés par l'armée coalisée anglo-française étaient des canonnières à vapeur. Les canonnières étaient utilisées spécialement pour la bataille fluviale au port de Dagu. À 10 heures sonnantes, l'armée anglo-française lançait une attaque. Une canonnière britannique et une française se dirigeaient vers la rive sud, alors que les 2 autres se précipitaient vers la rive nord. 2 fortins nord et sud de l'armée des Ting ont riposté à l'ennemi en tirant des coups de canon. Mais la puissance de feu entre les 2 parties belligérantes présentait de grandes différences. Dans le rapport remis par Tran Tin Siang, il est dit « Nous avons tiré au gros canon sur les ponts de bateaux ennemis, leur faisant seulement 1 ou 2 trous. Cependant, notre fortin nord, fait de terre battue, a été détruit par des obus, alors que le fortin sud s'est à moitié écroulé et que les murs se sont brisés. Les canons de l'ennemi sont tellement puissants que nous ne pouvons pas parer leurs coups. » La bataille a duré à peine plus d'1 heure. Le fortin nord a été détruit totalement et le fortin sud est tombé à midi. Le 26 mai, l'armée coalisée anglo-française occupait Tianjin. La défaite de l'armée des Ting a forcé Xian Fang à accepter la demande de la Grande-Bretagne et de la France. Le 1er juin, Gui Liang, académicien impérial, et Hua Shana, ministre du personnel, ont été envoyés à Tianjin en tant qu'émissaires impériaux pour entamer la négociation. Au début, elle se focalisait sur le droit, les ministres étrangers à résider dans la capitale. Du 13 au 18 juin, Gui Liang a signé successivement le traité sino-russe de Tianjin et le traité sino-américain de Tianjin avec les ministres de ces 2 pays. Le 19 juin, Gui Liang a présenté un rapport disant que la Grande-Bretagne demandait à ce que les représentants diplomatiques résident en permanence dans la capitale chinoise et puissent s'y déplacer librement, excepté dans la cité interdite et dans les lieux d'importance stratégique. Quand la nouvelle est parvenue à Beijing, tous les officiers civils et militaires de la cour s'y sont opposés. Dans l'édit impérial adressé à Gui Liang, Xian Fang a souligné « Si les ministres étrangers sont autorisés à rentrer dans la capitale, nous serons placés sous la surveillance. Dans ce cas, entre la guerre et la paix, je choisirai la première option. » Le 24 juin, Xian Fang a ordonné à Gui Liang de ne pas agir arbitrairement sous peine d'une grave sanction et de faire traîner la négociation. En même temps qu'il a dit à Senge Linting de faire des préparatifs quand la négociation serait rompue. Le lendemain, Gui Liang a reçu l'ordre alors que le même jour, la partie britannique a donné le projet de traité, demandant de le signer le jour suivant sans y apporter aucune modification. Sinon, elle recommencerait les autorités. À 6 heures de ce soir, Gui Liang et Elgin ont signé le traité sino-britannique à Tianjin, comportant la clause sur le droit des ministres étrangers à résider dans la capitale. Le 27 juin, Gui Liang a signé le même traité avec l'envoyé spécial français, Louis Gros. Après la signature du traité, Gui Liang a écrit un long rapport dans lequel il a cité 5 raisons pour ne pas faire la guerre contre la Grande-Bretagne et la France. Le 3 juillet, l'empereur Xian Fang a reçu les copies des traités sino-britanniques et sino-français ainsi que le rapport de Gui Liang. Dans le rapport, Gui Liang a écrit « La flotte de l'armée anglo-française partira bientôt. Mais si Sa Majesté ne donne pas son accord au traité pour satisfaire la demande de la Grande-Bretagne et de la France, la guerre sera déclenchée de nouveau. » N'ayant pas d'autre choix, Xian Fang a finalement écrit le mot « d'accord » au pinceau rouge sur les 2 traités, le traité sino-britannique et le traité sino-français de Tianjin.
Apprenant la nouvelle de l'approbation du traité de Tianjin par l'empereur chinois, l'armée coalisée anglo-française a commencé à se retirer de Tianjin. Selon les stipulations du traité, l'échange du texte des traités sino-britanniques et sino-français de Tianjin s'effectuerait dans un an. La partie anglo-française a déclaré que ses ministres chargés de l'échange du texte résideraient en permanence à Beijing. En juin 1859, le délai d'échange du texte convenu par la Grande-Bretagne et la France arrivait à échéance. Xianfeng était obligé d'accepter la demande des deux pays sur l'entrée de leurs ministres dans la capitale. Mais il a souligné le nombre de leurs diplomates ne dépassera pas 10 personnes et leur séjour dans la capitale ne sera pas permanent. Et après il s'est dédié en ordonnant à Guoliang d'échanger le texte du traité de Shanghai. Le 6 juin, le ministre britannique Bruce est arrivé à Shanghai, suivi du ministre français le lendemain. Les deux ministres insistaient pour que l'échange du texte du traité se fasse à Beijing et refusaient de rencontrer Guoliang. Le 25 juin, ils ont forcé l'entrée de Dagu, ainsi le feu de la guerre a-t-il été rallumé. Dans la matinée du 25 juin, les canonnières britanniques ont commencé à draguer la rivière et ont occupé les points stratégiques. Cependant, les Anglais ne savaient pas que Sangolitin, général apte au combat, avait été nommé au poste de commandant du fort de Dagu. La défense du fort a été renforcée. Sangolitin, né à Karatin, en Mongolie intérieure, a acquis la célébrité grâce à la bravoure de sa cavalerie. En 1855, sous sa conduite, la cavalerie a réussi à barrer l'avance de l'armée d'expédition du nord des Taiping. Maintenant, sous sa surveillance, le fort de Dagu a été reconstruit sur l'emplacement des anciens fortins. Sur l'emplacement des anciens fortins ont été érigés 5 nouveaux fortins et à 500 mètres au nord du fortin nord a été construit un fortin de pierre. Les nouveaux fortins étaient plus hauts et plus solides que les anciens, avec une puissance de feu plus importante. C'est un plan de fortin avant et central sur la rive sud de cette époque-là. Selon le dossier, le fortin avant a 15 mètres de haut et le fortin central 9 mètres de haut. Certainement, les anciens ne peuvent pas être mis sur le même plan que les nouveaux. Sous le commandement de Sangolitin, l'armée des Qin observait en cachette les actions de l'armée britannique. Il n'y avait personne, ni de drapeau sur le fort. Les Anglais étaient inquiets lorsque la marée a commencé à descendre, que la rivière s'est rétrécie et que la plage s'est élargie. La canonnière britannique, se maintenant en position d'attaque, ont levé successivement l'ancre. À ce moment-là, l'armée des Qin, dissimulée, a surgi sur le fort et ont commencé à tirer au canon avec intensité sur les canonnières britanniques. Les tirs de l'armée des Qing étaient très efficaces. La première salve a atteint le navire du commandement britannique et a blessé son commandant. Sous le feu puissant de l'armée des Qing, les canonnières britanniques se sont retirées les unes après les autres. Du fait que le navire du commandement a été gravement endommagé, le poste de commandement a été transféré à un autre navire. À 5h40 de l'après-midi, l'armée des Qing a coulé une canonnière britannique et mis une autre hors de combat, puis celui-ci a sombré rapidement. La flotte britannique, entre les feux des rives nord et sud, ne savait plus où elle en était. À ce moment-là, la rivière s'étant rétrécie, un bon nombre de chalands de débarquement, échoués sur la vase, sont devenus les cibles de l'armée des Qing sur le fort. 600 soldats britanniques et 60 soldats français qui ont débarqué sur la rive sud de Dagu tentaient de prendre le fortin sud afin de sortir de leur situation embarrassante. Mais ils n'avaient pas pensé que les tranchées sous le fort et les piquets pointus les empêcheraient de s'avancer. L'armée des Qing a tiré sur eux au fusil ou au fusil de chasse. Les pertes de l'armée anglo-française étaient lourdes et l'opération de débarquement a totalement échoué. Le 26, au petit matin, l'armée anglo-française s'est retirée à l'extérieur du port de Dagu. Le bilan de cette bataille, 448 morts et blessés du côté de l'armée coalisée.
En plus de cela, 4 des 11 canonnières britanniques engagées dans la bataille ont coulé. Les Qing ont remporté une victoire totale dans la deuxième bataille du port de Dagu. Apprenant la nouvelle sur la victoire du port de Dagu, Xianfeng a rayonné de joie. Peu après la retraite de la flotte anglo-française, Xianfeng a adressé un édit impérial ordonnant à He Guiqing, gouverneur des provinces du Guangdong et du Guangxi, chargé des affaires étrangères, d'abroger les traités sino-britanniques et sino-français de Tianjin. De signer avec la Grande-Bretagne et la France un nouveau traité suivant le modèle du traité sino-américain de Tianjin et de procéder à l'échange du texte de ce nouveau traité à Shanghai. 你每年到京师来不能超过1次，最多1次。而且你来的时候，不许这随从的人员，就是你带的美国的随从不能超过20人。而且你来的时候不能带兵舰。而且到了京师，办完你必要的事情，快快的办完，赶快离开北京。 所以，正因为中美天津条约里面关于公使驻京这个问题，也就是说咸丰这个神经最敏感的这一点是这么签订的，所以呢，咸丰也愿意中英和中法的天津条约也如此这么办理。 Ce fait montre que l'empereur Xianfeng était trop optimiste à l'égard de la situation. Après leur défaite à Dagu, le gouvernement britannique et français ont décidé de pratiquer l'escalade de la guerre contre la Chine. La Grande-Bretagne a de nouveau désigné Elgin comme envoyé spécial et a ordonné à l'amiral Hope et au commandant en chef de l'armée de terre Grant de conduire 79 bâtiments de guerre et une troupe forte de plus de 20 000 soldats pour envahir la Chine. Il en est de même pour la France, qui a envoyé 65 bâtiments de guerre et plus de 7000 soldats. Une crise sans précédent s'abattait sur la dynastie des Qing et le Yuan-mi-yuan où logeait l'empereur Xianfeng. En avril 1860, l'armée coalisée anglo-française est arrivée sur les côtes de Chine. De mai à juin, elle a occupé respectivement Zhefu à Yantai et Jingzhou à Dalian. C'est le camp de la troupe Punjab de l'armée britannique. Fin juin, l'armée coalisée anglo-française a terminé ses préparatifs de la 3e bataille au port de Dagu. Cette fois, elle attaquerait dans la direction de Beitrang. Par ce lieu, elle donnerait l'assaut du fort de Dagu par l'arrière. Beitrang était à l'époque un petit bourg reculé d'accès difficile, situé à l'embouchure du canal à 30 km au nord du fort de Dagu. Si les soldats débarquaient ici, ils pourraient s'enfoncer jusqu'à l'arrière du fort de Dagu. Depuis 1840, 7 fortins ont été construits ici. Avant la 3e bataille de Dagu, Sangolin-tin a replié la garnison du fortin de Beitrang. Un renseignement à l'époque révélait que l'armée coalisée anglo-française pourrait débarquer à Beitrang pour donner l'assaut du fort de Dagu. Même l'empereur Xianfeng a adressé plusieurs édits impériaux réitérant le renforcement de la défense de Beitrang. Dans cette situation, comment Sangolin-tin a-t-il pu commettre une telle faute? Sangolin-tin pouvait motiver la retraite de la garnison de Beitrang. D'abord, d'après lui, le fortin de Beitrang sur un terrain bas était difficile à défendre. Ensuite, au sud-ouest de Beitrang, une vaste plage saline était difficile à traverser à pied. En plus de cela, de Beitrang à Sinhe, du côté arrière du fortin nord de Dagu, il n'existait qu'un chemin et la troupe de défense, en s'appuyant sur les ouvrages fortifiés, pourrait attaquer l'ennemi des deux côtés. Enfin, Sangolin-tin a sous-estimé l'aptitude au combat de l'armée de terre de l'ennemi. D'après lui, les soldats de l'armée coalisée anglo-française, venus de loin par mer, ne pourraient pas amener beaucoup de chevaux. C'est pourquoi il utiliserait sa cavalerie pour anéantir l'infanterie ennemie.
Or, si Sangolin Sin avait pu obtenir des renseignements sur l'armée coalisée anglo-française, il aurait reconnu son erreur de jugement. Ce sont les cavaliers sikhs indiens recrutés par la Grande-Bretagne qui attendaient l'embarquement pour partir avec leurs chevaux pour Dingjo à Dalian. Nous allons voir encore une fois le camp de la troupe Punjab de l'armée britannique à Dingjo. Et à l'extérieur des tentes, il y avait partout des chevaux. Le 1er août, l'armée britannique a débarqué à Beitrang. Parmi plus de 10 000 soldats débarqués, plus de 1000 étaient des cavaliers. Le 12 août, la 2e division de l'armée britannique, avec le renfort d'une cavalerie et d'une artillerie, a longé la route de Beitrang vers la ville d'Unliang, puis a donné l'assaut à Sinre par derrière. La 1re division britannique, soutenue par l'armée française, marchait le long de la route de Beitrang à Sinre pour lancer une attaque de front. La garnison de Sinre, divisée en 2 colonnes, ripostait alors avec la cavalerie des Ting, lançait une attaque de son propre chef dans le but de chasser la 2e division vers la zone marécageuse. Une autre troupe des Ting, profitant des tranchées, s'efforçait de repousser la 1re division en avant. Mais toutes les opérations de l'armée des Ting ont échoué en raison du feu puissant des canons modernes de l'armée anglo-française. Les 2 colonnes de l'armée des Ting ne pouvaient plus résister et se sont repliées sur Trangou. Sur les 3000 cavaliers de Sangolin Sin, seuls 7 ont survécu. Le 14 août, Trangou est tombé. Les Anglais ont coupé la retraite à la garnison du fortin nord de Dagu. Bien que le front du fort soit bien ferme, son arrière faible se montrait à l'ennemi. Le 21 août, l'armée coalisée anglo-française a donné, par derrière, l'assaut au fortin principal et au fortin de pierre sur la rive nord. Elle a fini par occuper les 2 fortins, après avoir subi de lourdes pertes, 411 morts et blessés. Cette photo, prise par un journaliste de l'armée coalisée, montre une scène du désastre du fortin nord après l'occupation, avec des cadavres de soldats des Ting. La bataille tournait mal pour l'armée des Ting. Les tactiques de Sangolin Sin, destinées à attirer l'ennemi dans l'intérieur et l'attaquer par la cavalerie, n'ont pas été réalisées. Il comprenait que Dagu ne pourrait plus se défendre. Quelques heures après l'occupation du fortin nord par l'armée anglo-française, Sangolin Sin a abandonné le fortin sur la rive sud et a conduit son armée pour contourner Tianjin et se replier à Tongzhou. Le 24, Tianjin est tombé, ce qui a annoncé la fin de la 3e bataille de Dagu. Après que Tianjin fut tombé, Xianfeng a envoyé Guiliang à Tianjin en tant qu'émissaire impérial pour entamer une négociation avec la Grande-Bretagne et la France. Les 2 pays ont demandé de recouvrer le droit de leur ministre à résider en permanence dans la capitale chinoise, d'augmenter l'indemnité et d'ouvrir le port de Tianjin. Xianfeng a recommandé à Guiliang de faire des efforts pour que les négociations aboutissent à une fin favorable. Lorsque celui-ci rapportait que la Grande-Bretagne et la France voulaient envoyer des troupes dans la capitale afin d'échanger le texte du traité, ainsi que Parkes pour choisir une résidence, Xianfeng s'est mis en colère. Mais il a approuvé l'entrée des diplomates de ces 2 pays dans la capitale, à condition qu'ils fassent reculer les troupes, les cavaleries et les bâtiments de guerre du port de Tianjin. La Grande-Bretagne et la France ont donc cessé la négociation. Le 8 septembre, l'armée coalisée s'est avancée vers Tongzhou. Le lendemain, Xianfeng a envoyé Zhai Yuan, prince de Yi, à Tongzhou en tant qu'émissaire impérial pour négocier avec la Grande-Bretagne et la France. Après 2 jours de marchandage, Zhai Yuan, de peur de rompre la négociation, a accepté tout ce que la Grande-Bretagne et la France ont demandé. Apprenant la nouvelle sur l'arrivée de l'armée coalisée anglo-française à Rossiwu et à Matro, lieu proche de Beijing,
Xianfeng n'insistait plus sur son opinion et a accepté toutes les demandes formulées par la Grande-Bretagne et la France. Le 17 septembre, Parkes, représentant britannique de la négociation, a adressé une note d'Elgin à Taiyuan déclarant que la lettre de créance de la Grande-Bretagne doit être présentée à l'empereur lui-même et la lettre d'approbation du traité marquée d'un sceau de l'empereur doit être remise à l'agent diplomatique britannique. Xianfeng a donné un édit impérial affirmant « Le diplomate qui présente la lettre de créance doit respecter le rituel chinois en se prosternant devant l'empereur. Sinon la guerre sera inévitable. » La négociation a été rompue de nouveau. À ce moment-là, un incident inopiné impliquant la prise d'otage s'est produit. Le lendemain de la rupture de la négociation, Taiyuan, conformément à l'édit impérial de Xianfeng, a ordonné à Sangolin-Tin d'intercepter 39 personnes, dont Parkes et sa suite, pour les faire revenir à Beijing. Après l'incident de la prise d'otage, l'armée coalisée a donné tout de suite l'assaut à Trongzhou. Le 18 septembre, dans l'après-midi, 4000 soldats de l'armée coalisée ont engagé un combat contre une troupe de Sangolin-Tin forte de 10 000 personnes environ. Le combat a eu lieu à Zhangjiawan, à 8 km au sud de Trongzhou, à l'issue duquel l'armée des Qing a essuyé une défaite totale. Le 21, un nouveau combat a commencé à Balitiao, au sud de Trongzhou, entre l'armée coalisée et l'armée des Qing, forte de 30 000 soldats. Les cavaliers de Sangolin-Tin sont devenus encore une fois des cibles vivantes de l'ennemi. L'armée des Qing était en pleine déroute sur l'ensemble du front. Après la victoire de l'armée coalisée anglo-française, la porte de Beijing étant ouverte, les fonctionnaires de la cour ont présenté des rapports, demandant avec insistance à l'empereur Xianfeng de retourner au Yuanmiyuan de la cité interdite. Afin de rassurer la population, Xianfeng n'a pas souhaité y répondre. À ce moment-là, Sangolin-Tin a présenté un rapport secret à Xianfeng. 要求咸丰啊，这个巡狩木兰，这木兰呢就是木兰为常了，是吧？因为在康熙、乾隆的时候，康熙不是修了避暑山庄嘛，夏天的时候他就到避暑山庄去，然后住了一段时间。他在那儿以后呢，然后边疆这些少数民族的上层人物都来了，啊，在那儿他们这个会见以后，就在木兰围场啊打猎，这是秋天。 皇帝的一个活动叫秋狩木兰，但是申格林沁在这个时候提出巡狩木兰呢，跟原来的这个巡狩木兰的意义就不一样了。实际上就是要咸丰逃到避暑山庄。为什么逃到避暑山庄呢？避暑山庄跟这个蒙古很近，如果是形势再吃紧。 Des dizaines de milliers de cavaliers commandés par Sangolin-Tin formaient une des troupes d'élite de la cour de Xianfeng. La proposition de Sangolin-Tin a fait comprendre à Xianfeng que l'on ne pourrait plus remédier à la situation. C'est pourquoi il a rejeté la proposition de ses ministres sur le retour à la cité interdite. Ce bâtiment de cuivre, un édifice bouddhiste du temple Tiantong sur le mont Wutrai, fut construit par le moine Miaofeng sous la dynastie des Ming au XVIe siècle, avec les donations qu'il avait collectées dans 13 provinces. À l'époque, il avait fait construire 3 copies. 2 avaient été déposées respectivement au mont Hemei et à Nanting. Mais suite aux intempéries, aux détériorations d'origine humaine, elles n'y sont plus.
Seule la copie du mont Wutrai a survécu. Les 5 pagodes en cuivre représentent les 5 sommets du mont Wutrai. Les 7 édifices du temple Xiantong sont alignés dans l'axe de la grande salle du trésor puissant, de la salle sans poutre et de la salle en cuivre. La grande salle du trésor puissant est l'édifice principal du temple. Il y a 1900 ans, sous la dynastie des Han de l'Est, des moines indiens firent construire à l'emplacement de cette salle le premier édifice dédié au bouddhisme du mont Wutrai. Introduit en Chine en l'an 67, le bouddhisme indien est parvenu au mont Wutrai l'année suivante. Comme le relief ici ressemble beaucoup à celui de Rajgir en Inde, au lieu du bouddhisme, des moines indiens décidèrent donc de construire un temple ici. L'empereur Ming des Han de l'Est baptisa le temple Ta Fu Ling Tiao. C'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi le temple ancestral du mont Wutrai. Il fut restauré au fil des siècles. La grande salle du trésor puissant, dans son état actuel, fut reconstruite en l'an 1899. C'est la plus grande du genre sur le mont Wutrai, où figurent les effigies de Sakyamuni, du Bouddha Baisaja Guru Vaidurya Pradaharaja et du Bouddha Amita. Pendant 500 ans, de la dynastie des Han de l'Est à celle des Trang, le bouddhisme indien s'est intégré à la société chinoise. Les documents historiques portent cette mention. Des temples sont construits en grand nombre sur le mont Wutrai. Cependant, pendant cette période, le bouddhisme disparut, suite aux troubles dus à la guerre en Inde. Durant les dynasties des Sui et des Trang, le mont Wutrai devint un lieu d'étude pour les bouddhistes de toute secte à l'époque, qui réunissaient des moines venant de l'Inde, du Népal et du Sri Lanka. En 522, c'est d'ici que le moine Semata du mont Wutrai partit pour le Japon par voie maritime pour y prêcher le bouddhisme. Par la suite, le Japon envoya en retour de nombreux disciples pour étudier les sutras bouddhiques en Chine. La salle sans poutre est un autre édifice du temple Xiantong. Elle fut reconstruite sous la dynastie des Ming. Elle est faite exclusivement de briques, en contraste avec le reste des édifices du complexe faits en bois, dans le style architectural traditionnel. Sous les dynasties des Song et des Yuan, le bouddhisme tibétain a commencé à faire son apparition sur le mont Wutrai. Des moines de différentes sectes et de différentes régions se réunissaient ici, avec des cultures de tous horizons. La forme architecturale de la salle sans poutre a sans doute été influencée par une culture étrangère, mais la structure, proprement dite, fait penser à une voûte traditionnelle chinoise. L'ensemble est donc un mariage entre la culture locale et les cultures étrangères. Le temple Xiantong connut les hauts et les bas du bouddhisme au cours des 2 millénaires qui ont suivi l'introduction de cette religion en Chine. Il est unique, par le simple fait que des édifices construits avec différentes matières, comme le bois, la brique et le cuivre massif, coexistent dans un seul temple.